Et bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo un peu particulière puisqu'on va parler de cette affaire Yannick Sinner. Bon, tout ce qui tourne autour du dopage, oui, mais surtout cette complaisance de l'ATP. Je ne parle pas souvent de ce type de sujet sur ma chaîne, mais en parcourant les réseaux sociaux, on tombe sur des avis extrêmement tranchés, hein. Ceux qui condamnent fermement Sinner, lui retirant tout mérite pour sa victoire à l'Open d'Australie, et ceux qui le défendent bec et ongle. Moi, il me semblait qu'on était encore sur un statu quo avant un jugement par le tribunal arbitral du sport. J'ai donc approfondi mes recherches, au départ uniquement pour moi, puis j'ai décidé d'en parler. On va entrer directement dans le vif du sujet avec ce qu'on sait. Donc je vous fais un débrief rapide, puisque vous savez sûrement toute cette histoire. Tout commence à Indian Wells 2024, lorsque Sinner est testé positif à 2 reprises, à 10 jours d'intervalle, à de faibles taux de clostebol. Donc clostebol, c'est un anabolisant dérivé de la testostérone, avec tous les effets qu'on imagine. Donc des effets positifs notamment sur la prise de masse musculaire, la synthèse des protéines, et sur les niveaux d'énergie. L'Agence internationale pour l'intégrité du tennis, qu'on va appeler l'ITIA, saisit à ce moment-là un tribunal indépendant. Ses points et son prize money pour Indian Wells lui sont retirés. Donc il avait des points d'une demi-finale, donc 400 points. On se retrouve en août 2024 lorsqu'après une enquête, ce tribunal indépendant blanchit Yannick Sinner. Ce n'est qu'ici que cette affaire est rendue publique et c'est l'un des nœuds du problème, le délai pour rendre cette affaire publique. Sinner déclare alors avoir été mis en contact avec cette substance à son insu. Vous avez entendu parler de cette déclaration lors de séances de massage prodiguées par son kiné qui a d'ailleurs été licencié, c'est la suite logique. L'Agence mondiale antidopage n'est pas d'accord et fait appel auprès du TAS en septembre 2024. 2 ans de suspension sont alors demandés. L'Agence mondiale antidopage n'exige pas que ses titres et ses points soient retirés, mais demande quand même au tribunal arbitral du sport de réexaminer le dossier. Donc c'est simplifié, mais en gros c'est ça. L'audience devant le tribunal arbitral du sport se tiendra à huis clos les 16 et 17 avril en Suisse. Donc on sera fixé dans 3 mois et demi, 4 mois. Donc quel est le problème de cette affaire? Le problème, c'est la complaisance dont Sinner a bénéficié. Donc il y a peu de temps, on a eu 2 affaires comme ça sur le circuit WTA. Donc Iga Swiatek a été suspendu 1 mois après une contamination aussi à un produit interdit. Et Simona Halep, c'est le pompon, elle a été contrôlée positive à l'US Open 2022 et a été suspendue immédiatement avant d'être blanchie en 2024, alors qu'elle criait son innocence. Les instances n'ont rien voulu savoir et sa carrière a été brutalement arrêtée. Donc si on récapitule, on a Sinner qui dit avoir été victime d'une contamination accidentelle. On a l'Agence internationale pour l'intégrité du tennis qui valide, l'Agence mondiale qui en veut plus, qui réfute dans un premier temps. Dans le même temps, on a des joueuses qui ont été suspendues sans sommation, sans aucun effort de communication. Donc moi, je vais vous donner mon avis là-dedans. Le grand public n'a absolument aucun argument rationnel qui permet d'être vraiment catégorique sur le caractère volontaire ou non. Sinner dit que c'est involontaire. Certains disent que c'est volontaire. Personne n'a vraiment d'argument pour l'affirmer. Donc évidemment, chacun a son propre avis. Avoir un avis aussi tranché que ce que je peux lire ici et là paraît relativement gênant. Devant de nouveaux éléments, il faudrait être capable d'ajuster son jugement. Je ne suis pas sûr qu'on assisterait à ça, tant certains sont absolument persuadés de leur opinion, bref. Par contre, la complaisance est avérée, et ça, c'est extrêmement problématique. On va le dire clairement, c'est tout bonnement inadmissible. Mais une fois qu'on a dit ça, qu'on l'a appuyé, on va quand même essayer d'aller un peu plus loin. On va tenter de l'expliquer. Pourquoi le circuit est complaisant? Et là, on arrive sur mon opinion, je n'ai absolument aucune preuve, la complaisance est établie, ça c'est sûr, par des éléments factuels. Mais là, je vais vous donner mon avis sur le pourquoi du comment. Pour moi, le problème clé, c'est un problème économique. Depuis toujours, le tennis international a capitalisé économiquement sur des rivalités mythiques. Donc, on a eu entre autres la rivalité Lendl-McEnroe dans les années 80, la rivalité Agassi-Sampras dans les années 90, toutes les rivalités du Big Three entre 2005 et disons 2022. Ce sont ces rivalités qui ont rempli les stades, ce sont ces rivalités qui ont fait allumer les télévisions et, plus récemment, qui ont enflammé les réseaux sociaux. Donc lorsque les 3 monstres ont commencé à montrer des premiers signes de faiblesse, je dirais vers le milieu des années 2010, les instances n'ont pas attendu de voir si c'était provisoire ou non, et ont tenté de monter en épingle la fameuse next-gen, donc les Zverev, les Shapovalov, les Auger-Aliassime, etc. Donc le tennis professionnel a vraiment besoin de ça pour exister. On ajoute qu'en mars 2024, donc au moment de cette affaire, Novak Djokovic est sur toutes les lèvres, il sort d'un Open d'Australie extrêmement décevant, sa campagne américaine est catastrophique puisqu'il perd au second tour, au 3e tour à Indian Wells et qu'il zappe Miami. On va pas se mentir, à ce moment-là, beaucoup se disent que Djoko, alors même qu'il battait des records il y a encore 6 mois, c'est définitivement terminé. On n'a pas encore eu le Djoko qui est revenu d'entre les morts avec cette finale à Wimbledon et ce titre olympique arraché à Alcaraz. On a un Djoko qui est préoccupant et qui préoccupe.
Donc là, l'ATP se retrouve avec un circuit qui est orphelin de Rafael Nadal, de Roger Federer, un Djoko qui peut tirer sa révérence à tout moment, et de notre côté, on a un embryon de nouvelle rivalité qui commence, puisqu'Alcaraz vient tout juste de battre Sinner et Indian Wells, dans un match, encore une fois, à haut niveau, en 3-7 avec des rebondissements. C'est la 8e confrontation en 2 ans et demi entre ces deux-là, on a 4-4. Donc, à ce moment-là, Alcaraz est numéro 2 mondial, Sinner est numéro 3, il vient de remporter l'Open d'Australie. On se doute que Djoko, qui est numéro 1, va perdre ses points, et que ces deux-là vont s'arracher la première place. À mon avis, l'ATP ne voulait tout simplement pas prendre le risque de tuer cette rivalité dans l'œuf. Je cherche pas du tout à justifier, mais à tenter d'expliquer, je l'ai dit, c'est inadmissible, je l'ai dit, je le répète. Encore une fois, c'est que mon avis. Ça nous permet d'arriver au point suivant, c'est qu'il y a toujours eu de la complaisance. Et oui, sans parler de dopage, de la complaisance envers les stars du circuit, à différentes échelles, il y en a toujours eu. Donc déjà, la première chose, le système de tête de série, les 32 têtes de série en Grand Chelem, c'est clairement un système qui est pensé pour protéger les gros. Éviter qu'ils n'affrontent des adversaires trop dangereux trop vite et protéger les futures grosses affiches qu'on retrouvera à partir des quarts. C'est vraiment extrêmement dommageable pour l'affluence télé, notamment, qu'on n'ait pas notre Djoko Alcaraz, notre Sinner Medvedev en quart. Ça nous paraissait invraisemblable il y a 10 ans de ne pas avoir notre Djoko Del Potro, notre Murray Berdych, notre Nadal Ferrer. Donc là, on n'est pas sur de la complaisance vis-à-vis de l'application des règles, mais on est sur une procédure qui a été créée de toutes pièces pour favoriser certains joueurs, oui, au détriment d'autres, c'est vrai. À la base, moi, que Roublet soit exempté de premier tour cette semaine à Montpellier, j'avoue, je comprends pas. Donc le tennis est construit autour de ça. Donc maintenant, sur la vraie complaisance, on peut citer plusieurs exemples. On a évidemment la règle des 25 secondes de délai entre 2 points. Ce délai entre 2 points est d'abord assez peu encadré jusqu'à ce que Roger Federer se plaigne de Nadal en 2012. Donc déjà, vous voyez l'influence. On a des dizaines d'exemples comme ça. On a ensuite eu une règle mise en place et pas appliquée plus ou moins. On a eu le compteur de secondes sur le court depuis 2019, mais des avertissements qui tombent à tomber pour certains. On sait très bien de qui on parle, on connaît tous les noms. Et autre chose, il est évident que les joueurs émettent des souhaits au sujet de leur programmation, avec une proba plus ou moins haute d'être écoutée selon leur statut. Nadal a joué très tôt dans la journée à Roland, quand le soleil est bien haut et que la balle rebondit un peu plus. Tant qu'on parle des surfaces qui changent de rapidité en fonction des stars du moment, on en a vu, donc c'est encore une fois, c'est que mes doutes personnels, j'ai pas de preuves, juste un faisceau de faits un peu troublants. C'est mon opinion, mais ça fait quand même beaucoup de choses. De la complaisance, du 2 poids 2 mesures, il y en a toujours eu. Moi, là, j'ai oublié des dizaines d'exemples, j'en ai cité quelques-uns, mais il y en a beaucoup plus. Donc de l'atteinte à l'équité, on en a toujours vu dans des formes plus ou moins graves. Il ne faut pas s'étonner que ça puisse aller très loin à certains moments. Moi, personnellement, ça me révolte, mais ça m'étonne pas. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo sur un ton un petit peu plus grave que d'habitude. J'espère que vous l'aurez apprécié. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, parce que moi, j'ai donné mon avis. Je peux lire des avis qui sont extrêmement tranchés sur les réseaux sociaux, mais si certains ont, on va dire, des avis construits autour d'arguments que j'aurais peut-être pas imaginés, n'hésitez pas à m'en faire part. Moi, je suis complètement ouvert d'esprit et capable de changer d'avis. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!